Bonjour à tous. Donc, je voulais commencer par remercier Christophe Charlier de m'avoir donné l'occasion de vous présenter le projet VERA. Donc, VERA, c'est un acronyme pour vidéo, ethnotexte et ressources associées. Donc, je voulais tout d'abord commencer par vous parler un petit peu du contexte dans lequel ce projet s'inscrit. Donc, en fait, je suis ingénieur de recherche dans un laboratoire de linguistique, à savoir le laboratoire Base Corpus Langage. Et je travaille dans l'équipe de dialectologie et linguistique formelle qui s'intéresse notamment au dialecte occitan. Donc, les dialectes occitans, en fait, ça fait partie en France de ce que l'on appelle communément ou un petit peu vulgairement les patois. Donc, c'est une langue régionale qui est parlée essentiellement dans le sud de la France, même si on la parle aussi dans certaines régions d'Espagne, notamment dans le Val d'Aran, et puis dans certaines vallées du Piémont en Italie. Donc, on s'intéresse au domaine occitan à proprement parler, mais aussi à ses marges, c'est-à-dire tous les dialectes qui sont limitrophes dans la périphérie du domaine occitan. Donc, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, nous avons dans la vallée de la Roya des dialectes liguriens de France. Donc, on va aussi s'intéresser à ces dialectes-là. Alors, cette équipe de recherche développe depuis les années 90 une base de données qui s'appelle le TESOC ou Thésaurus occitan. Donc, c'est la base de données de référence pour les dialectes occitans et elle contient notamment tous les atlas linguistiques de la France par région et aussi l'ALF, l'Atlas linguistique de France. Donc, ce sont des atlas qui datent du début du XXe siècle et du milieu du XXe siècle. Donc, c'est ce que vous avez sur la gauche de cet écran. En fait, il y a des enquêteurs qui sont allés sur le terrain, qui ont fait des enquêtes linguistiques de terrain dans un petit peu toutes les communes de France et même au-delà, et qui ont demandé aux gens de traduire un certain nombre de termes dans leurs patois locaux. Ça a été publié et donc ensuite, ça a fait l'objet d'une numérisation et d'une mise en base de données. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si vous allez sur le site internet du TESOC. Alors, actuellement, l'interface est assez vieillotte parce que le site internet actuel est assez ancien, mais il y a actuellement une nouvelle version qui est en cours de développement. Donc, c'est ce que vous avez sur la capture d'écran de cette diapositive et elle devrait être mise en ligne d'ici quelques semaines. Donc, les spécificités du TESOC, c'est que l'on s'intéresse à des données exclusivement de nature orale. Donc, on est ici sur de la linguistique de terrain, donc des données linguistiques spontanées, naturelles, contrairement aux données, aux productions écrites. Donc, toutes les données sont précisément géolocalisées au niveau des communes. Donc, ça permet ensuite de cartographier ces données pour étudier la variation sur le plan géographique, ce qu'on appelle la variation diatopique. Et puis, on a une grande diversité de dialectes dans cette base de données. C'est-à-dire que, contrairement aux ressources que vous allez pouvoir trouver sur Internet, où on va vous présenter un occitan entre guillemets standardisé ou normatif, un petit peu comme on pourrait le faire pour des langues nationales comme le français ou l'anglais, dans le TESOC, vous allez retrouver une grande variation de dialectes locaux. Alors, les enquêtes qui ont été faites dans ces atlas linguistiques, c'était un bon départ, mais il y avait quand même un certain nombre de manques à compléter ou à corriger. Donc, il nous a fallu refaire de nouvelles enquêtes linguistiques, notamment pour compléter les données des atlas, parce qu'il y avait parfois des trous dans certaines localités. L'informateur n'a pas su traduire, par exemple, un terme donné. Donc, il a fallu retourner sur le terrain pour combler ces trous. Ça permet également d'avoir des données plus récentes pour pouvoir faire une comparaison au niveau de la diachronie pour étudier l'évolution linguistique au cours du temps. Et puis, c'est l'occasion également d'y aller avec des caméras ou des micros et d'avoir des enregistrements audio ou vidéo et de pouvoir ensuite synchroniser ces enregistrements avec les transcriptions écrites. Et puis,
contrairement aux premiers atlas qui se sont essentiellement intéressés au lexique, au vocabulaire, là, on a pu refaire de nouvelles enquêtes linguistiques en s'intéressant à d'autres champs de la linguistique, comme la syntaxe des phrases et ce genre de choses. Donc, on a demandé aux informateurs de nous produire non seulement des traductions de mots, mais des phrases et aussi du discours libre. Donc voilà, en général, la manière dont ça s'est présenté, c'est qu'en général, on a pris contact en passant par les mairies ou les associations locales de patoisans lorsqu'il y en avait. Et ce sont eux qui nous ont mis en contact avec les personnes susceptibles de parler le patois local. Les entretiens se sont généralement déroulés au domicile des témoins ou parfois dans une salle prêtée par la mairie ou une autre institution locale comme un musée, par exemple. Et bon, dans le déroulement de l'enquête, donc ce que vous pouvez voir sur la photo, la personne que vous avez à gauche sur cette photo, donc c'est le linguiste qui dirige l'enquête, hein, donc il y a des feuilles sur lesquelles on a un questionnaire où on demande aux gens de nous traduire un certain nombre de choses dans leur dialecte. Donc, on pose systématiquement les mêmes questions à chaque fois dans chaque localité, de manière ensuite à pouvoir comparer d'une localité à une autre la variation. Donc, généralement, les enquêtes sont faites avec un ou deux témoins. Donc là, sur la photo, vous avez beaucoup plus de témoins que ça, mais c'est assez exceptionnel. Idéalement, donc c'est bien d'avoir un ou deux témoins parce que si vous avez trop de monde, il commence après à y avoir beaucoup de bruit de fond. C'est pas idéal au niveau de la prise de son. Et puis les gens peuvent parfois avoir tendance à parler en même temps, donc avec des prises de parole qui se chevauchent. Donc c'est pour ça que ce que vous pouvez voir sur la photo, peut-être si on voit pas très bien, c'est qu'on met un micro-cravate sur chaque interlocuteur. Sur chaque intervenant, de manière ensuite à pouvoir, au niveau du montage, pouvoir couper individuellement les pistes audio pour, quand il y a deux personnes qui parlent en même temps, pouvoir isoler et conserver uniquement la piste qui nous intéresse. Donc, on a utilisé des micro-cravates plutôt que d'autres types de micros parce que ça permet bon, déjà d'avoir une bonne qualité de prise de son, mais aussi ça permet d'avoir quelque chose de discret et de faire en sorte que l'informateur oublie assez facilement et assez rapidement qu'il y a un micro. Parce que si vous mettez un gros micro sur pied devant l'informateur et que vous lui demandez de bien se positionner devant le micro, de bien parler dans le micro, il va tout le temps avoir conscience qu'il y a un micro et du coup, il va se dire ah, il faut que je fasse attention à ce que je dise pas n'importe quoi parce que c'est enregistré, etc. Et donc, du coup, vous n'allez pas avoir de la parole ou des enregistrements, des traductions aussi spontanées et naturelles que si c'était fait dans un cadre sans enregistrement. Et en ce qui concerne la caméra, bon, c'est un petit peu pareil. Donc, lors de l'entretien, les témoins, ils ont spontanément tendance à regarder leur interlocuteur, donc le linguiste qui dirige l'enquête et qui échange avec eux. Et donc, il suffit pour la caméra de déplacer légèrement la caméra par rapport à la position de l'enquêteur, de manière à ce qu'elle ne soit plus au centre du champ de vision du témoin, de manière à ce qu'il l'oublie assez rapidement. Voilà. Donc ça permet, enfin tout ça, c'est pour essayer d'avoir quelque chose de plus naturel et de plus spontané. Et ce qu'on essaye aussi, c'est de ne pas faire en sorte que les données ne soient pas trop influencées par la langue de départ, c'est-à-dire le français en général dans nos enquêtes. Donc si vous posez la question de manière directe en demandant aux gens de traduire dans leur dialecte un terme en français ou une phrase en français, ils vont avoir tendance à faire un calque du français ou à faire un emprunt ou des choses comme ça. Donc, vous n'aurez pas vraiment des données de la meilleure qualité possible de ce point de vue-là. Donc, c'est bien pour pouvoir comparer d'un dialecte à un autre, mais par contre, ça a cet inconvénient-là. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'en deuxième partie d'enquête, on complète le questionnaire d'enquête par ce qu'on appelle un discours libre. C'est-à-dire qu'on demande à l'informateur de nous raconter quelque chose. Alors ça peut être à propos de son enfance, ça peut être à propos des traditions de son village, etc. Donc c'est assez varié, c'est un peu au choix de l'interlocuteur.
Donc, on en a qui nous parlent de leur métier, de typographe ou d'agriculteur. On en a qui nous donnent leurs recettes de la fabrication du fromage à l'ancienne avec tous les noms des ustensiles. Voilà, c'est très, très varié. Et assez souvent, on obtient, ce faisant, ce que l'on appelle des ethnotextes. Alors, l'ethnotexte, en fait, c'est une notion qui a été définie et conceptualisée initialement par Jean-Claude Bouvier dans les années 80. Mais je préfère vous en donner une définition un peu plus récente de Pierre Chabert. En fait, l'ethnotexte, c'est principalement un discours sur le passé qui est recueilli pendant un entretien ou une enquête et dont la thématique appartient au discours culturel oral d'une communauté. Donc, c'est une sorte de discours libre avec un intérêt linguistique premier, certes, mais aussi, bien souvent, il a un aspect sociologique, ethnologique ou historique qui est susceptible d'intéresser une plus large communauté scientifique que les linguistes, à condition de leur fournir une traduction en français, parce qu'évidemment, on ne peut pas demander à tout le monde de maîtriser chacun de ces dialectes. Alors, mon équipe de recherche, donc, l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, a participé à plusieurs programmes de recherche au cours des dernières années. Citons notamment le programme Oroya, Histoire orale des vallées de la Roya et de la Bévéra, qui était donc un projet interdisciplinaire entre plusieurs laboratoires de l'ancienne MSH de Nice. Et ces différents projets de recherche ont été l'occasion d'aller sur le terrain et d'effectuer un certain nombre d'enquêtes, puisqu'il y a au total sur les 15 dernières années, il y a plus d'une centaine d'enquêtes qui ont été réalisées. Donc sur 75 localités en Dordogne, Auvergne, Limousin, en Italie, dans les Alpes-Maritimes, etc. Et donc plus de 120 interlocuteurs interviewés et un certain nombre de questions qui ont été posées, donc avec des questionnaires de phrases, des questionnaires de lexique, et puis donc du discours libre, donc avec 58 ethnotextes récoltés, ce qui fait au total une soixantaine d'heures de vidéos inédites à traiter. Pourquoi inédites? Parce qu'en fait, toutes ces vidéos, bon, on les a utilisées en interne dans le cadre de notre équipe de recherche, mais elles n'ont jamais été diffusées ou publiées. Et c'est là qu'intervient le projet Vera. Le but du projet, c'est de traiter, d'annoter et de mettre en valeur toutes ces données en les accompagnant d'un certain nombre de ressources qui sont produites pour l'occasion, de manière à pouvoir les mettre en ligne et les mettre à la disposition de tous. Donc, nous avons identifié 3 publics qui sont susceptibles d'être intéressés par ces données, par ces ressources. Donc, d'une part, le grand public, des gens qui s'intéressent à l'occitan ou au contenu de ces vidéos, de ces ethnotextes. D'autre part, les locuteurs d'occitan, donc que ce soit des patoisans, des locuteurs natifs ou bien des apprenants de langue régionale et leurs professeurs qui peuvent venir piocher dans ces ressources, des ressources pédagogiques pour leur cours. Et puis, donc, la troisième catégorie de personnes, donc là, c'est la communauté scientifique, donc avec un premier cercle formé par les linguistes, évidemment, mais un deuxième cercle aussi, avec donc ces contenus dans ces ethnotextes qui peuvent intéresser des sociologues ou des ethnologues, donc une communauté plus large que les linguistes. Alors, pour mettre en ligne toutes ces données, donc il y avait un travail de mise en valeur avec un certain nombre de traitements à effectuer pour produire des ressources et des fonctionnalités qui soient adaptées à ces 3 publics. Donc, nous avons utilisé des logiciels pour segmenter les enregistrements, donc synchroniser chaque phrase, annoter le début et la fin de chaque phrase par rapport à la vidéo, effectuer les transcriptions. Donc, ici, vous avez la transcription en graphie du dialecte local, la transcription en alphabet phonétique international. Alors là, vous avez la traduction en italien parce que c'est pour les dialectes liguriens de France, donc on a trouvé pertinent d'avoir une traduction en italien, mais vous avez aussi une traduction en français qu'on ne voit pas sur la… Ah si, elle est au milieu, elle est sur la partie centrale de la capture d'écran. Et donc, vous avez ainsi un certain nombre de données qui ont été produites dans le cadre de ce projet. Donc, tout ceci, ça permet un certain nombre
de fonctionnalités et d'exploitation. Donc, par exemple, on va pouvoir, sur les vidéos, on va pouvoir choisir à la demande le sous-titre qu'on veut afficher. Et donc, en choisissant un sous-titre, on va pouvoir cibler différentes catégories d'utilisateurs. Donc, des gens qui ne parlent pas la langue, le dialecte occitan, vont pouvoir avoir le sous-titre en français. Des gens qui souhaitent apprendre le dialecte vont pouvoir avoir le sous-titre en graphie occitane. Et puis, les linguistes vont pouvoir avoir le sous-titre en transcription phonétique. Alors, nous avons effectué ce travail donc, en collaboration avec l'association CEPDOC. Donc, c'est une association qui est basée à Aix-en-Provence. C'est le centre, excusez-moi, j'ai un trou. C'est le centre d'études de la parole doc. Donc, c'est une association qui a l'habitude de diffuser des vidéos, des ethnotextes sur son site internet. Donc, vous pourrez aller voir si vous tapez CEPDOC sur Google. Ils ont un certain nombre de vidéos qui sont mises en ligne avec leur transcription. Donc, des vidéos de type ethnotexte, comme celle dont je viens de parler. Et sur cette carte, sur la moitié bas de l'écran, vous pouvez voir qu'en fait, ils ont essentiellement des ressources vidéo qui concernent la Provence-Côte d'Azur, on va dire. Donc, nous avions fait d'autres enquêtes dans d'autres endroits du domaine occitan. Et donc, du coup, cette collaboration, c'était à la fois une complémentarité géographique sur les enregistrements et aussi pour bénéficier de leur expertise technique, puisqu'ils ont l'habitude de faire des montages vidéo, de mettre en ligne, etc. Donc, c'était intéressant sur ces deux aspects-là. Le projet s'est également fait en collaboration avec le CMMC, donc le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Donc, c'est un autre laboratoire de l'Université Côte d'Azur. Donc, au CMMC, en fait, des historiens se sont penchés sur les contenus inédits de ces vidéos, de certaines vidéos qui avaient un contenu historique, hein, et ils nous ont rédigé des contextualisations, donc des petits textes permettant de resituer le discours des informateurs dans le contexte historique de l'époque. Donc, ça permet notamment aux jeunes générations de mieux comprendre, de pouvoir mieux appréhender le discours de l'informateur. Donc, par exemple, on a une vidéo avec un restaurateur niçois qui explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un bateau qui avait amené une cargaison de cacahuètes dans le port de Nice. Bon, aujourd'hui, le port de Nice, c'est exclusivement un port de plaisance. Et donc, il n'y a pas de marchandises aujourd'hui, c'est que pour du transport de personnes. Donc, on peut s'interroger, savoir est-ce que c'était exceptionnel suite à la Seconde Guerre mondiale ou est-ce qu'à l'époque, c'était vraiment un port dans lequel on avait des bateaux de marchandises de manière régulière. Et c'est là justement que c'est intéressant d'avoir le regard de l'historien pour nous éclairer sur ces questionnements qu'on peut avoir lorsqu'on écoute ces vidéos. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est qu'on va pouvoir le retrouver en ligne sur un site internet, donc consultable sur un ordinateur ou sur un smartphone avec moins de fonctionnalités que sur l'ordinateur, évidemment. Et donc, vous avez sur le site du contenu à vocation grand public, mais aussi du contenu plus pour les chercheurs ou pour les linguistes. Donc, le travail des linguistes dans ce projet, ça a été d'annoter chacune des phrases de chaque texte, d'y mettre des annotations linguistiques, des étiquettes, qui permettent ensuite de cartographier les phénomènes syntaxiques ou lexicaux pour pouvoir se rendre compte de la variation au niveau diatopique entre les différents dialectes. Donc, au niveau de la stratégie de communication, de diffusion et de dissémination des enregistrements et des données produites, il y a donc d'une part une plateforme web dédiée qui est développée pour l'occasion, sur laquelle on va pouvoir avoir des cartes, des concordanciers, un certain nombre de fonctionnalités avancées qu'on ne pourrait pas avoir sur d'autres plateformes standards. À côté de cela, donc, on a pour le grand public
On a une chaîne YouTube sur laquelle on met en ligne un petit échantillon de nos ethnotextes pour permettre au grand public de découvrir nos données et leur donner envie d'aller sur cette plateforme web pour en savoir plus. Et puis, je n'oublie pas, bien évidemment, tout ce qui est archivage pérenne, puisque les données seront archivées sur la plateforme Cocoon d'archivage pérenne, avec un déversement dans le corpus de la parole. Donc, le corpus de la parole, c'est en partenariat avec la DGLF-LF, donc la Direction générale de la langue française et des langues de France. C'est un corpus dans lequel on peut retrouver toutes les langues régionales de France. Voilà. Et puis, donc, une interopérabilité donc avec une API REST qui a été également développée pour l'occasion. Donc, l'API REST, en fait, alors c'est quelque chose d'un peu technique. C'est une interface qui permet à n'importe quel informaticien d'interroger à distance par Internet la base de données, de faire des recherches dans la base de données et de récupérer des données sans avoir à passer par le site Internet. Donc, c'est très important pour l'interopérabilité. Et ça va permettre plein de choses. Notamment, on a 2 collaborations en cours donc avec une association qui s'appelle l'O-Congress. Donc, c'est une association de promotion de l'occitan qui est surtout à visée pédagogique, qui produit des ressources pour l'enseignement des langues régionales. Donc, ils ont des dictionnaires, des conjugueurs en ligne, des choses comme ça. Et là, ils vont pouvoir venir s'interfacer avec notre base de données pour, lorsque quelqu'un cherche un mot dans leur dictionnaire à eux, pouvoir non seulement donner la version standard normative pour l'occitan qui est enseigné dans les écoles ou dans les universités, mais aussi pouvoir avoir un lien vers le TESOC pour donner les différentes réalisations dialectales de ce mot. Et puis de l'autre côté, donc vous avez Edicine. Donc Edicine, là, c'est plutôt pour la recherche, le milieu académique. Donc c'est un moteur de recherche européen sur lequel vous pouvez chercher dans tous les corpus de dialectes en Europe. Donc vous avez les dialectes néerlandais, les dialectes espagnol ou portugais, etc. Et donc, vous allez pouvoir faire une requête et ça va interroger tous les moteurs de recherche des différents corpus. Et vous récupérez donc un corpus agrégé de toutes les bases de données de syntaxe dialectale en Europe. Donc, tout ça, c'est rendu possible grâce à cette API REST. Et alors évidemment, pour que l'interopérabilité soit bonne, il faut respecter un certain nombre de choses. Donc, on a travaillé avec des formats de fichiers standards, que ce soit pour les enregistrements ou pour les ressources associées. Les enregistrements vidéo sont en licence Creative Commons. Donc, alors c'est du no commercial parce que c'est par rapport aux autorisations qu'on a fait signer aux témoins qu'on s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation commerciale des enregistrements. Donc, on a été obligé de mettre cette clause. Mais sinon, toutes les autres ressources qui sont produites dans le cadre du projet Vera sont en licence LGPL LR. Donc, c'est une licence moins restrictive de ce point de vue-là. Et toutes les données donc, sont au standard du Blinkcore OLAC. Et ça, c'est très important pour le moissonnage des données. Donc, quand vous avez les données qui sont mises en archivage pérenne sur des plateformes, par rapport au principe FAIR, F-A-I-R, donc le F de FAIR, c'est findable. Donc, en fait, pour que les gens puissent découvrir les données et savoir qu'elles existent, c'est très important de bien renseigner les métadonnées pour que ça soit correctement moissonné par les moteurs de recherche et qu'il y ait une bonne visibilité sur les données. Donc, on s'attend derrière à de multiples applications possibles de ces données, de réutilisation possible de ces données. Donc, par exemple, au niveau du traitement automatique pour les langues régionales. Aussi au niveau linguistique, on pourrait par exemple travailler sur la communication non verbale, puisqu'on dans ces vidéos, on a quand même pas mal de gestuels, de mimiques, d'expressions. Donc ça, dans mon laboratoire de recherche, on n'a personne qui travaille sur la communication non verbale, mais ça pourrait être intéressant d'exploiter ces ressources pour travailler là-dessus.
Ça peut intéresser, donc, comme je le disais, d'autres disciplines scientifiques. Et ça peut bien évidemment servir d'outil pédagogique pour l'apprentissage des langues régionales. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'applications possibles. J'en oublie très certainement parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et justement, par rapport à ça, donc ma conclusion, ça sera de donner quelques conseils par rapport au projet de caravane, parce que vous l'aurez compris, tout ça, ça fait un peu le lien avec le projet de caravane qui vise à aller, si j'ai bien compris, dans différents terrains pour réaliser des enquêtes et des enregistrements sur le terrain. Donc, ce que je pourrais conseiller, si je peux me permettre, c'est, voilà, il est difficile de prévoir toutes les exploitations possibles qui vont être faites des données qui vont être récoltées. Donc il vaut mieux éviter de filtrer les données a priori, mais plutôt garder un champ large et se dire, «Ça peut toujours servir pour plus tard». Même si nous, ça ne nous sert pas, ça pourra peut-être être utile à quelqu'un d'autre. Et par exemple, c'est intéressant si vous êtes amené à faire des enregistrements, avec des gens qui doivent expliquer quelque chose ou raconter quelque chose, si ces personnes s'expriment dans leur dialecte vernaculaire, dans leur langue maternelle, c'est bien parce que ça sera plus naturel et plus spontané que si on leur demande de s'exprimer dans une langue véhiculaire. Et puis ça permet aussi de récupérer un patrimoine linguistique qui peut être aussi très intéressant pour les linguistes, notamment les linguistes qui vont étudier la variation dialectale. Donc ça apporte une plus-value. Alors je suis conscient qu'après derrière, ça demande un travail plus important de traduction, de sous-titrage. Donc ça demande un petit peu plus de travail, mais je pense que ça rajoute quelque chose de supplémentaire au niveau de la qualité et de la richesse de ce qu'on peut récolter. Alors, il faut faire attention à la qualité des enregistrements et des données récoltées. Donc, c'est bien si celui qui conduit l'enquête est un spécialiste. Donc, nous, c'était des linguistes. Donc, spécialiste, certes, mais bon, la personne qui conduit l'enquête, elle peut pas être spécialiste de tout non plus. Donc, elle est spécialiste dans un domaine, mais elle peut pas tout connaître. Donc, ça, c'est un peu malheureusement le point délicat. Et puis, faire attention à la manipulation du matériel. Donc, si vous avez la chance d'avoir des professionnels de l'audiovisuel pour faire la captation, c'est super. Si par contre, c'est des doctorants ou des étudiants ou autres qui doivent manipuler le matériel, là, je recommande vivement de faire des tests grandeur nature avant pour s'approprier le matériel, apprendre à l'utiliser. Et voilà, faire des enquêtes pour voir un petit peu comment ça se passe avec des informateurs pour faire des essais, disons. Voilà. Ensuite, lorsqu'on est sur le terrain, il faut penser à récolter aussi les données annexes. Donc, tout ce qui est… Ramassez votre dernier conseil, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on dépasse trop le temps. D'accord, très bien. Donc, pensez à récolter les données annexes, tout ce qui est métadonnées, la date de l'enquête, le lieu, les relevés GPS, prendre des photos, des croquis, etc. Et puis, pensez aux autorisations, à faire signer les personnes interrogées, leur faire signer des autorisations par rapport au droit à l'image et un certain nombre de choses pour pouvoir ensuite exploiter les données. Parce que si on n'a pas d'autorisation, c'est très compliqué après de pouvoir exploiter les données. Voilà, j'ai fini, je m'arrête là. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir.